Donc effectivement, les deux premières présentations ont permis largement d'aborder le sujet. Moi, l'intérêt, ou en tous les cas les éléments que moi je vais présenter, sont plutôt des éléments de mise en pratique en urgence, aux urgences et en préhospitalier, puisque c'est un des sujets qu'on a abordé. Alors, en tout premier, effectivement, une des raisons de notre groupe, ça a été de préciser pourquoi est-ce que les urgences avaient certaines spécificités, ou quelle était la spécificité de notre pratique face à ce type de décision. D'une part, ce sont des situations fréquentes auxquelles on est confronté. Ensuite, les contextes sont extrêmement hétérogènes. Thierry en a parlé, et les patients ont des contextes très, très variables, des comorbidités différentes et des pathologies aiguës qui sont différentes. On a une hétérogénéité des ressources disponibles, ça a été évoqué juste avant, mais effectivement, entre le jour, la nuit, est-ce qu'on est dans un petit hôpital, est-ce qu'il y a un réanimateur, pas de réanimateur, est-ce qu'on a un régulateur au téléphone? Tout ça, ça va modifier le contexte dans lequel on va prendre nos décisions. Et puis, aux urgences ou en urgence, on a des injonctions qui sont logistiques, d'une part temporelle, parce qu'évidemment, on doit prendre cette décision assez rapidement. Et puis, il y a des questions de gestion du flux, on va y revenir. Alors, en fait, on a des exigences qui sont évidemment identiques théoriquement dans l'urgence, mais elles se heurtent aux conditions particulières de notre pratique. Alors, je disais effectivement, c'est une situation urgente. On va peut-être pas y revenir en détail, mais 2/3 des Français meurent à l'hôpital. Les choses ont évolué dans les 50 dernières années. 15% aux urgences ou en UHCD, au service porte. 16% en moins de 24 heures. Donc ça veut dire que si cette décision doit survenir, elle doit survenir rapidement. On sait aussi que peu de patients bénéficient de soins palliatifs et que c'est donc 20% des patients qui sont décédés dans les établissements ont bénéficié de soins palliatifs et seulement 3% dans une unité spécialisée. Ce qui veut dire que c'est nous et d'autres services d'hospitalisation qui délivrent ces soins palliatifs et on va y revenir, c'est important. Ensuite, aux urgences, on sait aussi que 2/3 des décès sont liés à des pathologies d'évolution prévisibles, donc qui peuvent être éventuellement anticipées. On sait quand il y a eu des analyses des analyses ou des enquêtes sur la bonne pratique ou l'évaluation des pratiques, qu'on est plutôt mauvais dans la prise en charge ou dans l'organisation de ces décisions, voilà, que ce soit en SMUR ou aux urgences. Et puis, comme je le disais, il y a un défaut de délivrance des soins palliatifs. Alors, pour revenir sur l'hétérogénéité, ce qu'on disait, ou la variabilité des ressources disponibles, elles tiennent à quoi? D'une part, à l'accès au dossier médical. On sait qu'en journée, c'est pas forcément toujours simple, mais c'est plus simple qu'à 3 heures du matin. Si on est dans un service informatisé ou pas, il va y avoir une différence. Si c'est dans un dossier papier chez la secrétaire et qu'en fait on n'a pas les éléments, les choses vont être difficiles. Ensuite, on l'a dit, les intervenants ressources ne sont pas tous disponibles, ne sont pas tous accessibles et à n'importe quelle heure. Effectivement, le groupe a cherché à insister sur le fait que le réanimateur n'est pas le référent unique pour les décisions de limitation thérapeutique. Il va l'être forcément lorsqu'il va y avoir une discussion sur si on envisage une technique de suppléance, il faut que le spécialiste de la technique de suppléance soit intégré dans la discussion. Mais sinon, l'intervenant ressource principale va rester le référent du patient, de sa pathologie chronique, de son médecin généraliste ou l'unité de soins palliatifs qui suit le patient. Ensuite, dans la variabilité des ressources, on a aussi des locaux qui vont être différents. C'est pas la même chose d'avoir un service avec un lieu dédié pour discuter avec la famille au calme. Ça va pas être la même chose d'être dans un service qui va être extrêmement surchargé. Et c'est pas la même chose d'être au domicile du patient dans une situation qui va être conflictuelle. Et toutes ces... Ça avance pas ? Ah, voilà. Et toutes ces ressources vont aussi différer en fonction du lieu. Est-ce qu'on est dans un petit hôpital, dans un hôpital où on est le seul médecin urgentiste et qu'il n'y a pas de réanimateur, ou qu'il n'y a pas les mêmes ressources que dans un très gros hôpital? Et encore, ce n'est pas forcément gage d'avoir des référents. Et puis la différence va aussi survenir entre les contextes de jour et les contextes de nuit. Et tout ce que j'ai présenté comme variabilité, en tous les cas de ressources, s'applique tant aux urgences qu'en préhospitalier. Ensuite, j'ai parlé des injonctions logistiques. Quand on est aux urgences, on est non seulement le médecin d'un patient et d'une situation particulièrement sensible, mais on est au cœur d'un service où on gère malgré tout des flux de patients entrants et sortants, ce qui peut complexifier la tâche lorsqu'il faut s'extraire
pour gérer une situation difficile. Et puis, quand on est dans un service surchargé, ce qui est quand même malheureusement fréquemment le cas, on peut être confronté à des difficultés et puis on court après le temps, mais ça, c'est pas nouveau. Donc en fait, ce que je disais, on se retrouve confronté à des exigences réglementaires qu'il faut pouvoir respecter dans la mesure du possible, mais on se heurte à une réalité quotidienne et ça, c'est votre pratique de tous les jours. Alors, quelques éléments, on a essayé de faire émerger quelques éléments, quelques réponses ou quelques... oui, on a essayé de formaliser certaines choses dans notre groupe. D'une part, on a souhaité insister sur le fait que dans les situations où le patient est conscient et compétent et peut donner son avis, il apparaît indispensable d'informer, de recueillir l'avis et de respecter l'avis du patient. On ne conçoit pas opérer un patient ou l'intuber. Alors, on sait bien que dans l'urgence, ce n'est pas toujours simple, mais on ne conçoit pas appliquer certaines thérapeutiques à un patient sans lui avoir demandé son avis s'il est en mesure de le donner. Toute la difficulté, évidemment, de l'évaluer, mais ça ne vous viendrait pas à l'esprit qu'un chirurgien décide de vous opérer sans vous demander votre avis. Ensuite, et c'est là les situations les plus difficiles, enfin, plus difficiles ou en tous les cas plus dans le doute, c'est lorsque le patient n'est pas en mesure de donner son avis, qu'on n'a pas les directives anticipées, eh bien, il faut mettre en place une procédure collégiale. Et la procédure collégiale aux urgences, Thierry en a parlé, on a deux situations on va dire principales. D'une part, la collégialité idéale, en jour ouvrable, qui va s'organiser autour du médecin, j'ai dit urgentiste, mais réanimateur aussi, du médecin autour du patient. Elle va évidemment prendre en compte la discussion avec la personne de confiance et les proches, mais du coup, les intervenants ressources, et qui doivent, pas seulement l'intervenant ressources, mais ceux qui doivent participer à cette collégialité, c'est d'une part les paramédicaux, qui sont fréquemment oubliés quand on regarde les enquêtes, alors que ce sont ceux qui participent aux soins actifs, aux soins des patients, y compris des soins palliatifs, évidemment. Donc, ils doivent participer à cette collégialité. Et puis, je crois que j'ai un problème de... pas où il faut appuyer. Je suis trop lente. Et puis, le médecin référent du patient, et c'est là où on insiste sur le médecin spécialiste d'organes, le médecin spécialiste du patient ou référent du patient qui va être par exemple le médecin généraliste, même pour un patient qui vient aux urgences. Il faut pouvoir appeler le médecin généraliste pour savoir comment il est, comment il vit. Et puis le réanimateur, dès lors qu'on envisage une technique de suppléance ou qu'on discute dialyse, pas dialyse, ventilation non invasive ou intubation, il apparaît légitime que le spécialiste puisse participer à cette discussion. Ensuite, un des éléments importants pour favoriser évidemment cette collégialité, c'est de faciliter l'accès permanent au dossier médical, et ça doit être largement travaillé dans certaines structures. Et puis en fait, ça, c'est la situation qui nous pose problème. C'est à 3 heures du matin, un samedi, quand le référent n'est pas disponible, quand on n'a pas d'éléments d'intervenants qui peuvent nous aider à prendre une décision plus facilement. Et c'est ce qu'on appelle la collégialité restreinte. Donc on va partir de la même situation que tout à l'heure. En fait, on enlève un intervenant, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, et c'est là le cas le plus souvent à l'hôpital, avec un réanimateur, avec qui on va discuter du patient, avec qui on va prendre cette décision, avec évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les paramédicaux qui vont s'occuper du patient et qui doivent être intégrés dans cette discussion et dans cette procédure. En sachant que dans certaines structures, tout le monde n'a pas un réanimateur présent physiquement, et donc on acte dans le travail de groupe que cette discussion peut avoir lieu évidemment au téléphone avec un réanimateur qui peut être à distance. Mais ça peut être aussi lorsqu'on n'a pas d'intervenants ressources sur place en journée. On a mis en place des relations avec un réseau de soins palliatifs et avoir un référent disponible au téléphone pour prendre ce type de décision. Enfin, là, je vais présenter principalement la procédure collégiale aux urgences ou dans les services d'urgence, mais en fait, en préhospitalier, la collégialité idéale telle qu'elle devrait avoir lieu actuellement, parce qu'il faut prendre ces décisions, et ça, on est assez... on est effectivement tous d'accord, en tous les cas dans le groupe, c'est que ces décisions peuvent être prises dès le préhospitalier et doivent être prises dans la mesure du possible dès le préhospitalier, et que la collégialité idéale va se faire entre le médecin et les paramédicaux associés dans l'équipe de SMUR et le régulateur. Le régulateur est
parfaitement en mesure de discuter de la prise en charge ou de la procédure, ou de participer en tous les cas à la procédure de décision ou d'arrêt ou de limitation du patient. Et puis, le SMURIS peut aussi, avec le régulateur, discuter avec un médecin susceptible de recevoir le patient, que ce soit l'urgentiste, le spécialiste de l'hôpital ou le réanimateur de l'hôpital. Donc ça, c'est évidemment la collégialité, comme on l'a dit, idéale. On peut y rajouter, pour des patients qui sont suivis en ville, en hospitalisation à domicile ou par des réseaux de soins palliatifs qui peuvent être intégrés. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a pris une décision, il faut pouvoir la mettre en pratique. On va y venir juste après. Et ce sont deux éléments le réseau d'hospitalisation à domicile ou de soins palliatifs peuvent aider à la prise de décision et puis à la mise en pratique, évidemment. Enfin, on se retrouve aussi au SMUR à 3 h du matin et sans multiples référents, l'HAD n'est pas forcément disponible, ou le médecin généraliste du patient. Dans ce cas-là, on va être dans la situation de la collégialité restreinte, et où ça peut être la même chose, le SMURiste, les paramédicaux de l'équipe préhospitalière, le régulateur et éventuellement l'urgentiste ou le réanimateur à l'hôpital, de façon à prendre cette décision. Alors, comme on l'a dit aussi, si la décision est impossible ou s'il reste des doutes, il reste la situation de la réanimation d'attente, notamment en préhospitalier, ce qui arrive de temps en temps, où le patient est amené dans le service d'urgence ou en réanimation, où là, on va avoir un peu plus de temps pour prendre la décision et limiter ou arrêter les thérapeutiques si nécessaire. Alors, la mise en pratique, une fois qu'on a pris cette décision de limitation, alors, pour la limitation aux urgences, d'une part, on réitère, c'est possible, ce qui veut dire qu'un patient intubé par un SMURiste, parce qu'il n'a pas eu tous les éléments, peut éventuellement, mais avec des éléments penchant plutôt vers la limitation, peut amener le patient aux urgences, et aux urgences, on peut compléter la décision une fois qu'on a tous les éléments, voire extuber un patient aux urgences. Évidemment en fonction des possibilités locales, mais ça devrait être possible. D'une part, un patient ne doit pas mourir sur un brancard lorsqu'on est dans la situation de la limitation et associée à la fin de vie, ou en tous les cas en fin de vie. Le patient ne doit évidemment pas mourir sur un brancard dans un couloir et si possible pas dans un box aux urgences. Ce qui fait qu'on considère qu'en fonction de l'évolution attendue, c'est-à-dire qu'on pense que le patient va décéder dans la demi-heure ou dans les quelques heures, il apparaît plus légitime que ce patient reste dans le cadre des urgences ou au service porte, mais ce n'est que dans cette situation-là. Sinon, le patient doit aller dans son service d'hospitalisation, son service référent, qui va être le service d'oncologie, le service de médecine interne, de gériatrie, pour la suite de la prise en charge. Ensuite, une fois qu'on a pris une décision de limitation, ça n'est évidemment pas tout arrêté, il faut assurer la continuité des soins. Dans le cadre de la fin de vie, mettre en place des soins palliatifs, et on insiste aussi sur la formation des équipes aux soins palliatifs, et si besoin, mettre en place une sédation profonde, comme on l'a dit, dans l'urgence, c'est possible. En SMUR, qu'est-ce que ça change? Eh bien, d'une part, en SMUR, on peut prendre ce genre de décision, bien sûr, et le lieu de prise en charge et d'administration de la suite, en tous les cas des soins, peut avoir lieu dans 3 endroits, 3 ou 4 endroits si on veut. D'une part, au domicile, si un patient est suivi par un réseau de soins palliatifs et que la prise en charge peut être organisée rapidement, le patient peut être laissé au domicile. Si on est dans la fin de vie à courte et très brève échéance, l'équipe SMUR peut rester le temps de mettre en place une sédation profonde et d'être présent avec le patient, ou en tous les cas, évidemment, une fois que cette décision est établie et que l'équipe reste au domicile et peut organiser la suite de la prise en charge, ça doit être fait au mieux au domicile pour ne pas envoyer tous les patients aux urgences, surtout lorsqu'on est dans les quelques minutes ou quelques dizaines de minutes ou quelques heures avant le décès. Et puis, ces patients peuvent être après, en fonction, adressés vers les services d'urgence ou les services de réanimation, ça on l'a dit, et puis finalement les services hospitaliers pour une prise en charge adaptée. Un élément aussi qui a été beaucoup évoqué dans nos discussions, c'est qu'aux urgences, on a l'impression que, c'est pas qu'une impression, que la prise en charge des
la discussion, de la communication avec les proches ou avec la famille n'est pas toujours simple, qu'on est encore une fois dans une situation où les choses vont vite et où on veut à la fois gérer cette discussion rapidement, alors qu'en fait, il faut la mener correctement dans ce contexte un peu de l'urgence. Alors, je n'ai pas les éléments, mais je vais vous les rappeler quelques éléments sur la communication qui sont en fait pas spécifiques à l'urgence, mais qu'il faut, je pense, mettre en pratique. D'une part, c'est avoir un lieu dédié, c'est-à-dire ça n'est pas dans un couloir, dans un coin des urgences ou dans un box ou avec le patient dans le box qu'il faut mener ces entretiens. Un élément, c'est que c'est une situation forcément asymétrique. Le médecin a des informations, connaît la situation. La famille et les proches qui sont en face vivent une situation dramatique et sont dans l'attente en fait des informations qu'on va leur délivrer. Il y a donc une asymétrie qu'il faut réussir à anticiper. Il faut anticiper à la fois le contenu de l'entretien et la façon dont il va être mené, et puis essayer d'anticiper les réactions de la famille en face et des proches en face. La première étape, c'est évidemment d'essayer de comprendre ce qu'ils ont compris ou les informations qu'ils ont avant de pouvoir leur donner, distiller les informations en leur laissant le temps de les assimiler, en instaurant des silences dans les entretiens. Bon, ça, c'est des éléments de communication classiques, mais c'est important pour qu'ils puissent assimiler les informations qu'on leur donne et puis qu'ils réussissent à formuler les questions nécessaires. Un élément important dans ces discussions-là, c'est de rappeler formellement, ou rappeler en tous les cas aux proches en face, que la décision repose sur l'équipe soignante et qu'ils sont là pour nous aider à comprendre ce que le patient aurait voulu qu'on fasse et que c'est un témoignage qu'il donne, mais que la décision repose sur l'équipe soignante. Ce sont des éléments importants, notamment pour gérer la suite, pour gérer psychologiquement, on va dire, la suite de la situation pour les familles. Et puis, un élément, c'est qu'on sait bien que fréquemment, ou pas fréquemment, mais à certains moments, on ne peut pas faire autrement qu'avoir ces entretiens au téléphone. Il faut essayer de ne pas le faire. Il y a deux éléments, c'est se rappeler malgré tout qu'il faut vérifier l'identité, évidemment, de l'interlocuteur et le lien de parenté avec le patient, et puis s'assurer du contexte dans lequel est la personne au téléphone avant de lui donner des informations. Éviter de le faire, évidemment, mais si on est obligé, dans ces cas-là, essayer malgré tout de le faire dans les meilleures des conditions. Alors voilà, j'ai présenté quelques éléments de décision sur lesquels on a souhaité insister au sein du groupe. Donc il y a des spécificités dans la médecine d'urgence. Il faut pouvoir prendre ces décisions et les mettre en pratique aux urgences et en préhospitalier. Ça nécessite évidemment d'organiser les choses au sein des structures, d'avoir des rapports avec des réseaux de soins palliatifs ou des référents de soins palliatifs. Et il faut insister sur la formation des équipes et la sensibilisation à ces situations et à la mise en pratique de ces décisions. Voilà, je crois que c'est tout.